breaking news right now. A judge says there is probable cause to hold the Trump administration in contempt. This is in regards to the case of deporting Venezuelan migrants, despite that judge's order in his court to turn the plane around. CNN chief legal correspondent Paula Reed joins me now. Paula, what exactly is the judge saying? Ces derniers jours, la scène politique américaine a été marquée par des événements récents qui ont attiré l'attention du public et suscité des débats importants entre les autorités, les analystes, les juristes et les observateurs institutionnels. Ces événements ne sont pas isolés et ne représentent pas en soi une issue définitive, mais s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions récurrentes entre les pouvoirs de l'État, notamment en ce qui concerne les relations entre le pouvoir exécutif, le Congrès et le pouvoir judiciaire. La complexité du moment découle moins d'un acte spécifique que de la convergence de processus institutionnels qui font l'objet de discussions simultanées, chacun avec sa propre logique, ses rites formels et ses implications potentielles. Selon les informations disponibles dans les registres publics, les communiqués officiels et les décisions judiciaires récentes, une partie du débat actuel porte sur la conduite de l'exécutif face aux dispositions légales et constitutionnelles, ainsi que sur la réponse des autres institutions chargées de contrôler et de limiter l'exercice du pouvoir présidentiel. Ces questions ont été traitées par différents acteurs politiques et juridiques selon des perspectives distinctes, ce qui contribue à des interprétations variées sur la signification et la portée des événements en cours. Alors que certains soulignent la normalité des mécanismes institutionnels mis en œuvre, d'autres mettent en avant l'intensité et la simultanéité de ces processus, comme des éléments méritant une attention analytique plus approfondie. Le débat a gagné en visibilité à mesure que les instances du Congrès ont commencé à discuter formellement des instruments prévus par la Constitution pour la responsabilité politique du président, tandis que les tribunaux fédéraux analysent les réponses institutionnelles possibles face aux allégations de non-respect des ordonnances judiciaires. Ces deux mouvements, bien que distincts par leur nature et leur finalité, s'inscrivent dans le même cadre constitutionnel et reflètent le fonctionnement du système de frein et contrepoids qui structure le gouvernement fédéral des États-Unis. Pour comprendre ce contexte, il faut clairement distinguer les rôles de chaque pouvoir, les procédures formelles impliquées et les limites institutionnelles qui régissent ces interactions. Dans le cas du Congrès, la Constitution confère à la Chambre des représentants la prérogative exclusive d'engager des procédures de destitution qui consistent dans des accusations formelles contre le président pour des crimes présumés de responsabilité. Il s'agit d'un instrument politique constitutionnel conçu pour traiter les comportements jugés incompatibles avec l'exercice de la fonction et non d'un procès pénal. L'ouverture éventuelle d'une procédure de cette nature implique des débats internes, la présentation d'articles spécifiques, un vote en séance plénière. Et s'ils sont approuvés, le renvoi de l'affaire au Sénat, où se déroule le procès proprement dit. 6 weeks ago. Cette procédure est délibérément complexe et exige des majorités qualifiées, précisément pour éviter que la destitution ne soit utilisée de manière précipitée ou arbitraire. Parallèlement, le pouvoir judiciaire exerce sa fonction d'interprétation de la loi et de garantie de son application, y compris lorsque cela concerne des actes de l'exécutif. Les juges fédéraux ont le pouvoir de rendre des décisions qui suspendent, modifient ou conditionnent les politiques gouvernementales lorsqu'ils identifient d'éventuelles violations légales ou constitutionnelles. Dans les situations où les ordonnances judiciaires ne sont pas respectées, le système juridique prévoit des mécanismes spécifiques pour garantir l'autorité des tribunaux, parmi lesquels des procédures connues sous le nom de Contempt of Court. Ces mécanismes ne visent pas à exprimer des jugements politiques, mais à préserver l'efficacité des décisions judiciaires dans le cadre de l'état de droit. Ce qui a attiré l'attention des analystes, c'est le fait que ces deux types de procédures sont discutés de manière pratiquement simultanée, ce qui amplifie la perception publique d'un moment institutionnellement sensible. Néanmoins, les experts soulignent que la coexistence de ces débats ne signifie pas automatiquement qu'il y ait une coordination entre les pouvoirs, ou qu'une procédure détermine le résultat de l'autre. Chaque instance fonctionne selon ses propres règles, avec des délais différents et des critères d'évaluation spécifiques. Une analyse minutieuse de ce scénario nécessite donc de séparer les faits confirmés des interprétations controversées et de distinguer les procédures formelles des projections politiques. Un autre élément central du débat actuel concerne la manière dont le système constitutionnel traite les conflits entre les pouvoirs, lorsqu'il y a désaccord sur la portée de l'autorité présidentielle.
La Constitution des États-Unis n'élimine pas la possibilité d'un conflit, mais part du principe qu'il se produira, offrant des mécanismes pour que ces différends soient résolus au sein des institutions. Les recours judiciaires, les audiences législatives, les votes parlementaires et les décisions collégiales font partie de ce processus qui tend à être graduel, public et soumis à un examen constant. C'est pourquoi les analystes mettent souvent en garde contre les interprétations hâtives qui traitent ces moments comme des ruptures immédiates ou des conclusions inévitables. En outre, le débat actuel se déroule dans un environnement politique marqué par une forte polarisation partisane, qui influence à la fois la perception du public et le discours des acteurs concernés. Dans de tels contextes, les mesures institutionnelles sont souvent interprétées de manière opposée par différents segments de la société, ce qui renforce la nécessité d'adopter des approches analytiques qui privilégient le contexte, la précision factuelle et l'explication des procédures formelles. La compréhension de ce qui est en jeu dépend moins des positions politiques que de la compréhension du fonctionnement des institutions et des limites légales de chaque pouvoir. Cette vidéo se propose donc d'examiner ces événements de manière informative et contextuelle, en présentant les faits connus à ce jour, en expliquant dans quelles instances ils se produisent et pourquoi ils font l'objet d'un débat public. L'objectif n'est pas d'anticiper les résultats, d'attribuer des intentions définitives ou d'émettre des jugements concluants, mais de clarifier les éléments centraux du débat institutionnel en cours. Tout au long de l'analyse, les fondements constitutionnels en jeu, les interprétations débattues et les implications institutionnelles possibles seront abordées, toujours avec une prudence analytique et une attention particulière aux distinctions entre les faits, les arguments et les scénarios hypothétiques. Dans le cadre d'une analyse institutionnelle approfondie, le deuxième axe du débat porte sur l'action du pouvoir judiciaire et ses relations avec le pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne l'exécution des ordonnances judiciaires fédérales et les instruments disponibles pour garantir l'autorité des décisions des tribunaux. Selon les informations disponibles dans les décisions judiciaires, les décisions récentes des juges fédéraux ont commencé à mettre en évidence des préoccupations concernant la mise en œuvre de certaines politiques administratives, en particulier dans des domaines sensibles tels que l'immigration, l'asile et l'application de mesures réglementaires. Ces affaires ont été suivies de près par les juristes, car elles mettent en évidence un aspect central du système constitutionnel américain, à savoir l'obligation pour tous les pouvoirs publics de se conformer aux décisions judiciaires. Dans l'ordre juridique américain, lorsqu'un tribunal fédéral rend une injonction, cette ordonnance a un effet contraignant immédiat pour les organes et les autorités auxquelles elle s'adresse. En cas de désaccord sur le contenu ou la portée de la décision, la voie institutionnelle prévue est le recours devant les instances supérieures, et non le non-respect direct. Ce principe est considéré comme l'un des piliers de l'état de droit, car il garantit la prévisibilité, la stabilité juridique et le respect de la séparation des pouvoirs. Le débat actuel porte sur des situations dans lesquelles des magistrats ont estimé qu'il y avait eu non-respect d'ordonnances explicites, ce qui a conduit à envisager des mesures supplémentaires pour garantir la conformité. Dans ce contexte, l'utilisation du concept de contempt of court, qui peut être traduit par outrage ou non-respect de l'autorité judiciaire, a pris de l'importance. Il s'agit d'un instrument historique du droit anglo-américain utilisé pour préserver l'efficacité des décisions judiciaires et empêcher que les ordonnances légales ne soient traitées comme facultatives. Les analystes soulignent que le contempt n'est pas un mécanisme exceptionnel, mais fait partie intégrante du fonctionnement normal du pouvoir judiciaire, même si son utilisation contre des autorités gouvernementales de haut rang est relativement rare et entourée de prudence institutionnelle. La distinction entre contempt civil et contempt criminel est essentielle pour comprendre les discussions en cours. Le contempt civil a un caractère coercitif et vise à induire le respect de l'ordonnance judiciaire. Dans ce cas, des sanctions telles que des amendes progressives ou d'autres restrictions peuvent être imposées, jusqu'à ce que la décision soit effectivement exécutée. L'outrage criminel, quant à lui, a un caractère punitif et est appliqué lorsque le tribunal estime qu'il y a eu atteinte délibérée à son autorité, indépendamment de l'intention ultérieure de corriger le comportement. Cette distinction est souvent mentionnée dans les débats juridiques, car elle implique des procédures, des garanties et des conséquences différentes. Selon les interprétations dominantes, l'outrage civil peut être appliqué directement par le juge chargé de l'affaire, sans qu'il soit nécessaire de faire appel au ministère de la Justice. Cela confère au pouvoir judiciaire un degré élevé d'autonomie,
dans la protection de ces décisions. En revanche, l'outrage criminel implique généralement un renvoi en jugement et peut nécessiter la participation de procureurs, ce qui ajoute des niveaux supplémentaires de complexité institutionnelle. Cette dynamique a fait l'objet d'analyses, car le président exerce une influence sur le ministère de la Justice, mais n'a pas le pouvoir d'interférer directement dans les mesures civiles adoptées par les tribunaux. Un autre point important concerne l'identification des personnes directement responsables de l'exécution des ordonnances judiciaires. Dans la plupart des cas, les décisions s'adressent à des agences, des secrétariats ou des départements spécifiques, et pas nécessairement au président en tant que tel. Ainsi, les sanctions éventuelles tendent à retomber sur les autorités administratives, chargées de l'exécution des politiques contestées. Néanmoins, le débat juridique porte sur la mesure dans laquelle des orientations politiques plus larges peuvent être prises en compte dans l'évaluation de la responsabilité institutionnelle, en particulier lorsqu'il y a des allégations de non-respect récurrents. Ces discussions s'inscrivent dans un contexte plus large de conflit entre l'exécutif et le judiciaire aux États-Unis. Au cours de différentes administrations, les tribunaux fédéraux ont déjà suspendu des programmes présidentiels, limité des actions exécutives et imposé des obligations spécifiques au gouvernement. Dans bon nombre de ces cas, les conflits ont été résolus par des recours, des révisions judiciaires et des ajustements administratifs. La situation actuelle attire l'attention, non seulement en raison de l'existence de litiges, mais aussi en raison de l'intensité du débat public autour de la possibilité de sanctions plus sévères. Ce qui conduit les analystes à souligner la nécessité d'une interprétation prudente. Pendant ce temps, au niveau législatif, la procédure de destitution continue d'être discutée comme un instrument politique constitutionnel, distincte des litiges judiciaires. Les articles présentés abordent divers domaines de l'action présidentielle, reflétant une stratégie de cadrage plus globale. Selon ses partisans, cette approche vise à recenser un ensemble de comportements considérés comme problématiques du point de vue de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre institutionnel. Les détracteurs de la procédure font valoir que l'ampleur des accusations peut diluer l'attention et rendre difficile la construction d'un consensus, en particulier dans un environnement fortement polarisé. La polarisation partisane exerce une influence significative sur la dynamique de la destitution. Historiquement, les votes de ce type ont tendance à refléter les alignements partisans, ce qui soulève des questions quant à la possibilité d'obtenir la majorité qualifiée, nécessaire à une condamnation au Sénat. Néanmoins, les analystes soulignent que la destitution ne se résume pas au résultat final du vote, mais comprend également le processus de débat public, la production de documents officiels et la définition des attentes institutionnelles pour l'exercice du pouvoir présidentiel. Dans le débat public, les interprétations divergent quant à savoir si la simultanéité des processus législatifs et judiciaires indique une crise constitutionnelle ou simplement le fonctionnement intensifié des mécanismes de contrôle prévus par la Constitution. Certains experts affirment que le recours à ces instruments démontre la résilience institutionnelle du système, tandis que d'autres mettent en garde contre les risques d'usure des relations entre les pouvoirs et d'érosion de la confiance publique. Ces interprétations coexistent et reflètent différentes lectures du rôle des institutions, dans des contextes de conflits politiques aigus. Ainsi, cette analyse montre que le cœur du débat ne porte pas seulement sur les actes spécifiques attribués à l'exécutif, mais sur la manière dont le système constitutionnel répond à ces actes. L'accent est déplacé de l'évaluation morale ou politique des comportements individuels vers l'examen des procédures formelles, des limites institutionnelles et des conséquences à long terme pour les relations entre les pouvoirs. Ce cadre permet de comprendre pourquoi les événements récents ont été suivis avec attention par les juristes et les analystes, sans pour autant impliquer l'anticipation de résultats ou l'affirmation de certitudes quant à l'avenir institutionnel du pays. L'observation attentive des interactions entre les processus législatifs et judiciaires révèle la nécessité d'une lecture globale, car ces mouvements institutionnels ont rarement des effets limités à un seul domaine d'action. Au contraire, ils ont tendance à générer des répercussions qui s'étendent à l'environnement politique, administratif et social, créant ainsi un scénario de forte densité institutionnelle. La possibilité d'un affrontement simultané entre le Congrès et le pouvoir judiciaire, associé à l'augmentation continue de la pression exercée sur le pouvoir exécutif, a été soulignée comme l'un des moments les plus sensibles de la politique récente aux États-Unis. Néanmoins, il existe toujours une divergence significative entre les analystes quant à l'ampleur réelle et aux conséquences structurelles de cette convergence d'action. Une ligne d'interprétation soutient
que la survenue parallèle de procédures de destitution et d'initiatives liées à l'outrage au Congrès ne doit pas être automatiquement comprise comme un signe de détérioration institutionnelle. Pour ces analystes, cette conjoncture peut être considérée comme une manifestation du fonctionnement normal du système constitutionnel, qui dispose de ses propres instruments pour gérer les tensions entre les pouvoirs. Dans cette perspective, le Congrès, en menant des procédures de destitution, n'exercerait que sa fonction constitutionnelle de contrôle et de responsabilisation de l'exécutif, comme le prévoit la conception institutionnelle. De même, le pouvoir judiciaire, en recourant à des mécanismes de contempt, renforcerait l'obligation de se conformer aux décisions judiciaires et préserverait l'autorité de l'ordre légal, l'un des fondements de l'état de droit. Dans cette lecture, la simultanéité des processus n'indiquerait pas une désorganisation ou un effondrement, mais l'activation de mécanismes de contrôle mutuel qui permettent aux institutions de limiter les excès et de corriger les déviations. A l'inverse, d'autres experts mettent en garde contre les effets cumulatifs d'un environnement prolongé de confrontation entre les différentes branches du gouvernement. Pour ce groupe, l'intensification des conflits entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire peut affaiblir les relations interinstitutionnelles et réduire la capacité du gouvernement fédéral à agir de manière intégrée et efficace. La persistance de ces tensions tend à favoriser des scénarios de blocage politique, dans lesquels les décisions importantes sont reportées ou paralysées en raison de conflits internes persistants, tandis que l'exécutif est confronté à des pressions simultanées provenant de multiples instances institutionnelles. Cette interprétation souligne que le fonctionnement du système politique ne dépend pas seulement de règles formelles et de procédures écrites, mais aussi de niveaux minimaux de confiance, de dialogue et de coopération, éléments qui peuvent se détériorer rapidement dans des contextes marqués par une méfiance prolongée entre les pouvoirs. En ce qui concerne la destitution, le contexte politique plus large joue un rôle central dans l'analyse de sa dynamique et de ses perspectives. La discussion ne se limite pas aux accusations formelles portées contre le président, mais concerne également les répercussions que ces actes peuvent avoir. Sur l'équilibre des pouvoirs dans le pays, la Constitution des États-Unis établit que la destitution est de nature essentiellement politique et non strictement juridique, et qu'elle est liée à des critères de gouvernance, de conduite et de responsabilité publique, plutôt qu'à la qualification pénale classique. Cependant, les articles de destitution récemment débattus, qui comprennent des allégations d'abus de pouvoir, d'entrave à la justice, et des accusations de nature plus extrême, intensifient dans les débats sur les limites de l'action présidentielle et sur l'interprétation constitutionnelle en période de forte tension politique. En ce sens, la destitution représente non seulement un instrument de responsabilisation, mais aussi le reflet des divisions politiques profondes et des conflits structurels qui imprègnent l'environnement institutionnel. Parallèlement, le pouvoir judiciaire continue d'exercer sa fonction essentielle, qui consiste à garantir le respect de la Constitution et des lois fédérales, en particulier face aux éventuels excès du pouvoir exécutif. La résistance du président et de certains secteurs de son administration à se conformer à certaines décisions judiciaires, en particulier sur des questions sensibles telles que la politique migratoire, a donné lieu à d'importants conflits juridiques. Les évaluations basées sur les registres publics indiquent que le non-respect des décisions rendues par les tribunaux fédéraux, en particulier celles qui suspendent ou limitent l'exécution des politiques de l'exécutif, a conduit à une augmentation des initiatives pour outrage au tribunal. Dans ces cas, les juges fédéraux ont rendu des décisions claires et détaillées, afin de garantir le respect des décisions judiciaires. Dans certaines situations, les tribunaux eux-mêmes ont souligné que la désobéissance délibérée peut entraîner des sanctions sévères, notamment des pénalités financières importantes, et, dans des circonstances spécifiques, des mesures restrictives de liberté, en fonction de la gravité du non-respect et des preuves présentées. Un autre point largement débattu concerne les implications à long terme possibles pour le système politique américain si ce schéma de confrontation institutionnelle se maintient. La pression croissante, exercée sur le président, tant au niveau législatif que judiciaire, pourrait établir des références importantes pour les administrations futures. En fonction de l'issue des procédures en cours, on pourrait assister à une reconfiguration progressive des pratiques institutionnelles, liées aux attributions de l'exécutif, aux prérogatives du Congrès et au rôle de contrôle exercé par le pouvoir judiciaire. Certains analystes mettent en garde contre le risque que le pays se retrouve pris dans un cycle récurrent de conflits entre les pouvoirs,
dans lequel la difficulté à établir un consensus et à résoudre les conflits en interne affaiblit la stabilité gouvernementale et réduit la confiance de la société dans les institutions publiques. Néanmoins, de nombreux observateurs soulignent que le système de frein et contrepoids consacré par la Constitution américaine a été conçu précisément pour faire face aux périodes de tension entre les pouvoirs. La séparation fonctionnelle entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire constitue l'un des piliers du modèle de gouvernance des États-Unis et a été conçu pour fonctionner même en situation de crise. Ainsi, la persistance de conflits institutionnels n'implique pas nécessairement un effondrement du système, mais peut au contraire entraîner des ajustements progressifs et des adaptations continues du fonctionnement constitutionnel aux nouvelles réalités politiques et juridiques. La manière dont ce processus d'adaptation se déroulera reste toutefois indéfinie et dépendra directement de l'évolution concrète des procédures législatives et judiciaires actuellement en cours. Enfin, il est essentiel de reconnaître que tout ce contexte reste ouvert et sans conclusion définitive. À ce jour, il n'existe pas de résultat préétabli pour les procédures de destitution ou les actions liées à l'outrage au Parlement. Et leurs issues dépendront des décisions futures du Congrès, des tribunaux et des instances d'appel, ainsi que des facteurs politiques, qui pourraient émerger au fil du temps. On observe actuellement une période de forte tension institutionnelle dans laquelle les interactions entre les pouvoirs exigent un suivi continu, une analyse minutieuse et une interprétation prudente, en évitant les conclusions hâtives ou les positions absolues. En fin de compte, l'enjeu ne se limite pas au sort immédiat d'une administration spécifique, mais concerne également les interprétations futures de la Constitution et les pratiques institutionnelles qui pourraient façonner le fonctionnement du gouvernement fédéral des États-Unis dans les années à venir.